qu'on Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 35e. Donc, comme je vous le disais il y a 3 secondes, avant le jingle que Maïté vient de nous envoyer dans les trompes de Stache, c'est la 35e d'Aracaille, une émission avec un audimat, je vous le dis pas. Et ce matin, dans le studio Raymond Lascience, qui va vous parler pendant un temps indéterminé de militance, parce que c'est la minute de militance de Raymond Lascience, un des petits potes à Feu Bono. Voilà, la régie Maïté, et comme interlocuteur privilégié de Raymond Lascience, Robert. Salut à tous. Je fais un petit bisou en passant à ma chérie qui nous écoute. C'est très très rare qu'elle puisse le faire. Compte tenu de ses horaires, des horaires démentiels de son travail. Donc en passant, je lui fais un gros bisou. Voilà. Alors, bon, moi, j'étais pas mal en vadrouille, hein, ces 2 dernières semaines. Oh oui, que je pourrais vous en poser. Je m'en excuse auprès de Robert. Oh non, surtout pas. Donc, ça va pas forcément être du frais, hein. Ma petite revue de presse, là. Alors, le procès Clearstream s'est achevé sur les plaidoiries. Celle de l'avocat de Nicolas Sarkozy, Maître Herzog, a dépassé les 4 heures. Alors, selon la plupart de ceux qui l'ont subi jusqu'au bout, les pauvres, elle fut si convenue, si pontifiante, si ennuyeuse, qu'elle pourrait bien être, au bout du compte, un élément décisif dans la relaxe annoncée de Dominique de Villepin. Je précise quand même que la loi française ne permet pas qu'on soit poursuivi pour dénonciation calomnieuse par abstention. C'est le chef d'accusation, hein. Il n'y a aucune chance pour qu'il puisse être condamné là-dessus. Mais enfin, grâce à Herzog, il devrait donc s'en tirer, en plus, avec les honneurs. C'est quand même un comble, hein, parce que tout le monde sait que, bon... Voilà. Les sarcobéas, hein, qui baisent en permanence les pas du néant ferrois, se consoleront avec le souvenir du bon mot de Bernadette Chirac, qui avait en son temps baptisé Villepin Néron. On ne leur dira pas comment, dans l'intimité, elle surnomme Nicolas Sarkozy. À Racaille, nous sommes les seuls à le savoir, hein, c'est Népo. Une blague dont je ne sais pas si elle fera un tabac, hein, mais qui a le double avantage d'évoquer à la fois les coliques népotiques de Sarko, mais également la source de tous ces complexes. Donc une nouvelle forme de colique. Voilà. Népo. Ça lui ressemble, hein, je trouve quand même pas mal. Jean Sarkozy renonce à briguer la présidence de l'EHPAD. Je sais que tu y as fait allusion la semaine dernière. Oui, c'est pour te prouver que j'ai écouté. Ça m'épade. Bon, on se doute que le peuple l'ayant sorti par la porte, hein, il reviendra par la fenêtre. Ça, bon, on le sait. Mais nous n'en dirons pas plus, compte tenu de l'influence désastreuse des médias. Hein.
livré aux gauchistes. Tu as remarqué, hein, Oh oui, Robert, oui. oh oui, bien sûr. Tout ce qui concerne le Petit Prince est désormais classé secret défense. Ouaf, ouaf. On a retrouvé la vraie lettre de Guy Moquet, donc je vais vous en lire un extrait. Mon petit Sarko chéri, pourrais-tu me lâcher la grappe? La vache, c'est vrai que c'est bouleversant. Hein. Ah oui. Ouais, bouleversant. Le secrétaire général de l'UMP, Xavier Bertrand, a signé un protocole d'accord entre son parti et le Parti communiste chinois lors d'une visite en Chine, par ailleurs axée sur l'environnement et la sortie de crise économique. Tu savais ça? Non, mais l'environnement de la place Tiananmen... Ils l'ont fait de manière assez discrète, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Bon. Du point de vue de l'UMP, un accord parfait majeur. Du point de vue du PC chinois, un accord parfait mineur. Entre les deux, attention aux quintes de tout de l'électorat de droite. Hein. Bon, les musicologues comprendront. Des armes juridiques vont permettre de déposséder les caïds des cités de leur patrimoine. Celle-là, j'avoue qu'elle m'a coupé la chic. Ouais. Ben, moi, je trouve que plutôt que de gêner l'activité de ces caïds, parce que les débarrasser de leur patrimoine, ça risque quand même de les ennuyer un peu, hein, il serait judicieux, si je peux me permettre de donner un conseil, je peux? Oh oui. Il serait judicieux d'envisager une politique dynamique de soutien de leurs investissements dans les PME et les TPE. Je propose 3 pistes d'accompagnement de leur patrimoine. 1. Relever le plafond de réduction de l'ISF pour les investissements directs des caïds dans les PME innovantes ou de croissance. 2. Ouvrir un droit à réduction de l'ISF pour leurs investissements dans des fonds locaux qui participeraient au financement et au développement des PME ou TPE. 3. Modifier enfin le calcul de l'assiette de l'ISF qui tiendrait compte des revenus du capital et non du capital accumulé afin de limiter pour les caïds les effets économiques pervers de l'ISF sous sa forme actuelle. Voilà. Toute mesure visant en effet à rogner le patrimoine accumulé à la force du poignet par les caïds risque de les inciter à fuir à l'étranger. La France perdrait ainsi une partie de ses forces vives avec l'exil forcé de ses créateurs de richesses qui font la grandeur du capitalisme à la française. Bon, alors vous aurez compris que toutes ces propositions ne sont pas de moi. Elles sont en fait extraites des ateliers de refondation du capitalisme organisés par l'UMP, c'est très sérieux, hein, et son porte-parole Frédéric Lefebvre. Oui. J'ai simplement, c'est un petit artifice, hein, j'ai simplement remplacé les noms de financiers ou banquiers par caïds. Voilà, tout simple à faire. Alors ce Frédéric Lefebvre, qui semble décidément être sur tous les fronts à la fois, il est partout, à la même heure, dans des endroits différents, enfin bon, soufflant sur les braises ici, allumant un feu là, ça commence franchement à devenir pénible, au point que je me demande s'il n'a pas été cloné, moi, Frédéric Lefebvre. C'est une possibilité. C'est toujours le même discours, en plus très formaté. L'un de ces clones pourrait parfaitement le remplacer. Hein. Ah, tout à fait. Ce serait pas difficile à faire. Ici, clone blanc. Clone Auguste là, où est le problème, hein. Et puis pour finir, y a-t-il une vie après, à l'UMP après Sarkozy? C'est en tout cas ce que semble se demander un nombre grandissant d'élus, au vu de la rapidité avec laquelle l'étoile de leur chef Fayon a décliné depuis son élection. Ça fait à peine 2 ans, un peu plus de 2 ans. Bon. Eh ben moi je fais le pari à l'inverse du PMU, du PMU. L'UMP a misé sur le mauvais cheval. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Eh bien, merci Raymond. La question qui me vient à l'esprit, l'énoncé de ton texte en forme de réquisitoire ou alors de comment dirais-je, d'analyste financier ou d'analyse financière. Je me pose la question, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les caïds et les banquiers? Est-ce que c'est pas, sauf si peut-être la différence, c'est que le volume des affaires traitées est plus important chez les banquiers, mais avec les méthodes des caïds, en quelque sorte, non? La réponse est dans la question, Robert.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille la 35e, avec ce petit rappel de ce qu'on essaye de dire ou de faire dire dans cette émission, même quand il n'y a pas d'invité, on a la place. On est fort quand même. On est fort quand même. On a d'abord la minute de militance de Raymond Lassiance d'un quart d'heure, qui nous met déjà en jambes. et puis après, ça va se poursuivre. Pas d'inquiétude à ce sujet, surtout qu'après sa semaine de ripaille dans diverses provinces françaises, Jean et Raymond sont revenus avec une espèce d'énergie. Voilà, vous avez dû vous en apercevoir. Alors l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, enfin l'artiste en général, pas que les artistes peintres, mais les musiciens, les écrivains, les poètes, les chanteurs, les danseurs de claquettes, etc., etc. L'artiste et l'engagement politique, là, on est un peu perplexe sur son engagement politique à l'artiste. L'artiste et la religion, oui, ça s'efface un peu du paysage, mais il y en a toujours. L'artiste et la société. L'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, haha. L'histoire, l'avenir et l'actualité de l'art, c'est-à-dire l'histoire de l'art, les expos, etc. Tout le petit business qu'on essaye de vous retransmettre au cours de cette émission. Enfin, tout ça, c'est un peu du bafouillage. Bon. Pour l'instant, tout de suite et maintenant, Jean va vous en raconter une bien bonne sur Somerset Maugham. Ah, bien prononcé, dis donc. Ouais. Je sais pas si tu as lu ce bouquin, Robert. Non, je crois pas. La Lune et 75 centimes, ça est paru en 1919 pour la première fois. Oui, pourtant j'étais là en 1919. Il était né, mais bon. Oui, je comprends pas, mais il y avait pas, l'édition n'était pas comme maintenant. C'est un peu plus quand même. En même temps, je suis ravi parce que j'aime bien avoir des choses à te faire découvrir. Donc, comme il est dans ma bibliothèque, tu vas pouvoir le récupérer assez rapidement. Ouais. Alors, Somerset Maugham, comme l'a si bien prononcé Robert, c'est 1874-1965. Plus de 15 ans après la mort de Paul Gauguin, le grand écrivain anglais imagine le peintre Charles Strickland pour décrire l'embarras soulevé dans la société bien pensante par la vie et l'œuvre du maître de Pont-Aven. Celui-ci avait en effet, en quelque sorte, bafoué les liens canons de la bourgeoisie, qui sont les liens familiaux, en embarquant seul pour les îles. Si les passages relatifs à la vie de Gauguin sont abondamment romancés et empreints de jugements moraux, pas tous toujours de premier choix, mais les passages relatifs à sa passion de peindre révèlent bien le complexe assemblage de fascination et d'inquiétude que provoquait alors sa peinture en Europe. Je vous recommande vivement ce livre, que moi j'ai adoré à mon adolescence et relu avec autant de plaisir nombre d'années plus tard. Il a d'abord été édité dans le livre de poche sous son titre traduit de l'anglais, La Lune et 75 centimes, puis chez 10-18 sous le titre L'Envoûté. Ça ne te dit rien non plus, non, tu l'auras pas lu non plus sous ce titre-là, mais c'était dans les années 75, peut-être 80, je me rappelle plus exactement. En tout cas, il n'a pas été réédité depuis. Dans l'extrait qui suit, Maugham décrit le tableau imaginaire d'une coupe de fruits peint par Strickland Gauguin. Les mots peuvent à peine décrire le trouble qui émanait de ces couleurs si étranges. Bleus sombres opaques, comme une coupe délicatement creusée dans un lapis lazuli, et pourtant d'une splendeur qui rendait sensible le frémissement d'une vie mystérieuse. Pourpres horribles comme de la viande crue et putréfiée, plein d'une passion effrénée qui réveillait de vagues réminiscences du règne d'Héliogabale. Il y avait des rouges vifs comme les baies du Houx, franche gaieté du Noël anglais sous la neige, qui, par une sorte de magie, s'adoucissait jusqu'à la tendre défaillance d'une gorge de colombe. Il y avait des jaunes foncés tournant à un vert aussi suave que le printemps, aussi pur que l'eau limpide d'un ruisseau de montagne. Quelle fantaisie exaspérée avait pu imaginer ces fruits? Ils appartenaient à un jardin polynésien des Hespérides et semblaient avoir été créés à un stade de l'histoire de la Terre où les formes définitives n'étaient pas encore fixées.
somptueux, chargé d'odeurs tropicales. Il palpitait d'une ardeur énigmatique. Énigmatique, mais qu'est-ce que j'ai ce matin? Quel mystérieux palais de féerie connaîtrait celui qui mordrait à ses fruits enchantés, et quels obscurs secrets de l'âme? Ou bien serait-il changé par un pouvoir mystérieux, en démon ou en bête? Tout ce qu'il y a en l'homme de sain et de naturel, tout ce qui touche au bonheur de la famille et aux joies simples, se détournait d'eux avec répulsion, et pourtant une attraction morbide s'en dégageait. Comme le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, il représentait les perspectives formidables de l'inconnu. Alors du coup, l'envoûté est très difficile à trouver puisqu'il n'a pas été réédité depuis. Vous pouvez quand même essayer de commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot 75 011 Paris. Je vous redonne le numéro de téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08, 01 48 05 34 08. Il circule en occasion, alors après tout, avec un peu de chance. Sur Amazon, pour pas faire de pub. Pour pas faire de pub, oui. Et est-ce que... merci Jean pour ce texte que on pourra relire évidemment sur le blog de l'émission, parce que, bon, c'est dit comme ça, c'est Jean... un don pour nous raconter des histoires que je n'ai pas, mais c'est quand même des textes qui sont toujours un petit peu difficiles, donc vous pouvez les relire avantageusement sur le blog pour essayer de mieux comprendre ce que ces textes vous racontent. Est-ce que tu peux nous donner le titre de la chanson ou de la musique qui a précédé? Ah oui, j'ai oublié ça. Ça, c'était Je cherche par le groupe Tarmac. Je cherche par le groupe Tarmac. Ouais, Tarmac, c'était un groupe, il a déjà disparu. Après 2 ou 3 albums, il était composé d'anciens de Louise Attaque. Et je crois que Louise Attaque s'est reformé depuis. Est-ce que c'est définitif, ça, je sais pas. Mais voilà, Tarmac, Je cherche. Bien. Bon, on va poursuivre, mais si Jean a parfois trébuche sur quelques phrases de ses textes, je pense qu'on peut imputer ses faiblesses passagères à un viron en Alsace où on me déguste, paraît-il, dans un tout petit bistrot tout pourri, des carpes à la frite, des carpes fraîches. Alors voilà, je vais vous donner la recette. Enfin, pas la recette, mais comment ça se fabrique, ces choses. Parce que Jean m'en a abondamment parlé. Vous prenez une carpe bien fraîche, vous la découpez en rondelles, enfin, vous faites des tranches, des morceaux, je sais pas, duquel vous enlevez les arêtes, parce qu'il paraît que les carpes, ça a beaucoup d'arêtes. Après, c'est roulé dans la semoule, pas dans la farine, dans la semoule, mis dans une huile bouillante, renouveler souvent, ça sent pas la frite, ça sent pas l'huile cuite, et ça se déguste avec des frites d'une finesse et d'une tendresse remarquable. Fallait voir Jean quand il racontait ça. Il était pas là, hein. Non, il était toujours en Alsace, avec un petit vin blanc local, n'est-ce pas, Jean? Et un peu de salade. Oui. Et un peu de salade, voilà. Et... Bon, alors donc, voilà, vous pouvez comprendre que de retour dans ce pays un peu grisouillet et où la carpe à la frite, dans la Seine, il n'y a pas beaucoup de carpes, et les halles ayant disparu, il n'y a plus beaucoup de marchands de frites. Donc, voilà, ceci peut peut-être expliquer cela. Enfin, merci beaucoup Jean pour toutes ces informations. Tu racontes ça comme si tu étais avec moi. Hein. Ah bah oui, parce que... J'étais avec ma Francine, normalement, mais bon... Non, mais Jean m'en a parlé. Vous savez qu'on se rencontre avant au bistrot, avant de venir ici, et on se raconte tous les petits potins de la semaine, et Jean m'a expliqué par le menu ces étapes gastronomiques, et il a un don là aussi pour les raconter, que ça vous met plein de flotte dans la bouche et que vous bavez abondamment. Et j'avais oublié mon bavoir, et je dois dire que j'ai eu des petits problèmes. C'était un peu humide, mais comme il pleut, ça se remarquait pas trop. Voilà.
Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité. À Racaille, la 35e. Avec dans le studio Maïté. Merci Maïté d'être... Merci Maïté. À ma gauche, Jean, qui vous conte des belles histoires. Et moi qui vais vous causer dans le poste quelques minutes des annonces que l'on fait à chaque émission concernant la carte d'auditeur que vous pouvez trouver à la librairie Publico, dont Jean vous rappelle le numéro de téléphone et l'adresse chaque fois qu'il cause d'un bouquin, c'est-à-dire 145 rue Amelot, métro Oberkampf du Calvaire, téléphone 01 48 05 34 08. Cette carte d'auditeur permet à la radio d'entretenir le matos, éventuellement d'en acheter du neuf, et de se préparer à une forme de reconversion auquel je ne comprends absolument rien, donc je vais éviter de vous en parler, mais dans quelque temps, on sera obligé de passer du numérique à je sais pas quoi, ou de l'analogique à je ne sais pas quoi, et ça va coûter de la thune. Donc, pour ça, il y a la carte d'auditeur, bon, voilà. Et aussi une souscription auquel vous pouvez évidemment souscrire, qui est la ponction plancher est de 5 €, et il n'y a pas de plafond. Et vous pouvez évidemment liquider votre héritage pour Radio Libertaire, aucun problème. On est prêt à le recevoir, et ce qui permet encore là de pérenniser notre radio. Et la vôtre aussi, si je ne m'abuse, et je ne m'abuse pas, puisque nous, on a maintenant 2 auditeurs fidèles qui est un grand espoir pour la radio. Voilà, il y a aussi évidemment le journal, l'hebdomadaire anarchiste, Le Monde Libertaire, qui paraît toutes les semaines, où vous pouvez trouver toutes les informations, même à l'international, et surtout, évidemment, les préoccupations des Français qui sont quand même pas mal en ce moment, enfin, comme les gens qui sont au chômage, les gens qui sont mis dans des avions pour repartir vers leur beau pays d'origine, qu'ils ont quitté précipitamment, avec des tontons macoutes aux fesses pour la plupart, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Bah rien, j'ai fini mes petites annonces. Je pense que j'en ai pas d'autres à vous conter ce matin dans l'oreille. On va maintenant repasser la parole, et quelle parole, à Jean pour une seconde histoire d'artiste, de peintre, pour un petit peu vous faire voyager dans une dimension un peu moins crapoteuse. Ouais, et je l'ai joué fine ce matin, puisque je vais vous raconter une histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre. Femme de Tahiti par Paul Gauguin. Alors, Femme de Tahiti, je mets 1891, mais il y en a toute une flopée de tableaux. Et Paul Gauguin, je rappelle que c'est 1848-1903. Il était le petit-fils de Flora Tristan, une belle et tumultueuse théoricienne socialiste et féministe d'origine péruvienne qu'il rejoint à Lima à l'âge de 3 ans. Son père mourra pendant la traversée. Des 4 années qu'il va passer au Pérou, Paul conservera à jamais une nostalgie des tropiques. L'année 1888 est pour lui l'année décisive. À Pont-Aven, dans la pension Gloanec, je ne sais pas si ça existe encore, elle a dû changer de nom quand même. Non, les pensions, c'est fini. Non, elle a peut-être encore le même nom, puisque comme c'est un lieu quand même historique et tout, peut-être que c'était peut-être devenu un hôtel. Ouais. Peut-être. Ouais. En tout cas, il y rencontre pour la seconde fois Émile Bernard. Celui-ci est porteur de la bonne parole, le cloisonnisme. De ce système pictural qui consiste à cerner des aplats de couleurs d'un trait appuyé, son compère Louis Anquetin a tiré quelques toiles quasi monochromes. Mais c'est Bernard qui, sous les yeux de Gauguin, exécute la première œuvre cloisonniste vraiment aboutie, bretonne, au pluriel, dans la prairie verte. Cette peinture résolument plate fait sur Paul l'effet d'une révélation. Et il peint dans la foulée son premier chef-d'œuvre, Vision après le Sermon, où il prend d'emblée possession de la formule lyrique qui l'accompagnera pendant les 15 années qui lui restent à vivre. Ce n'est pas seulement l'école de Pont-Aven qui naît à cet instant, mais le synthétisme. Autrement dit, les moyens techniques du cloisonnisme mis à la disposition de l'expression poétique la plus hardie.
Les poètes symbolistes ne s'y tromperont pas, qui accueilleront Gauguin comme l'un des leurs. Bernard inventa un style, pourra écrire l'un d'eux, mais c'est Gauguin qui lui insuffla une âme, lui donna des ailes, ouvrit une perspective sur le XXe siècle et montra le chemin vers une nouvelle vision du monde. Le 8 juin 1891, Gauguin arrive à Tahiti et s'installe dans le sud de l'île. Il a quitté une Europe gangrénée par la vie moderne, jusque dans ses coins les plus reculés, parce qu'il croit profondément que s'il renoue avec la vie primitive, il trouvera l'inspiration nécessaire pour atteindre à ce primitivisme qu'il recherche en peinture. Et il fait la rencontre, à mon avis déterminante, et bouleversante surtout de Théura, une jeune vainée qui devient son modèle. Pas que son modèle. C'est l'expression, oui. disons, pudique, hein, oui. et consacrée. En quelques mois, Gauguin va produire plus de 70 toiles. Très inspiré, même si le peintre est encore partagé entre la surabondance des impressions nouvelles et ses propres références stylistiques. Tout m'aveuglait, m'éblouissait dans le paysage, avouera-t-il. Mais ses forces poétiques, c'est aux Tahitiennes que Gauguin les dévoue. D'emblée, d'un geste sûr, il en fixe pour l'éternité le type de beauté. Pour lui, la peinture est moyen de connaissance, et c'est en peignant la nudité tranquille et puissante des Tahitiennes qu'il parachève l'enseignement que lui a apporté l'étreinte charnelle. Alors je mettrai en ligne une des toiles que les femmes de Tahiti, et en particulier Théura, ont inspiré à Paul Gauguin. Je rappelle l'adresse du blog http://arrakai.blogspot.com. Est-ce que je peux te poser une question à propos du travail de Gauguin? Parce que moi, je suis pas. C'est marrant, comme Matisse, je suis pas très bouleversé par son travail. Bien, je respecte son ce qu'il a pu faire, mais son engagement de vie. Mais qu'est-ce que tu pourrais me dire pour pas me convaincre, mais au moins me faire comprendre ce qui dans Gauguin est si important. Enfin, ton texte évidemment pourrait me le faire comprendre, mais j'aimerais que tu est-ce que c'est possible que tu en dises quelque chose comme ça là? Eh bien, écoute, je pourrais te dire que par exemple de la période tahitienne, parce que c'est celle que personnellement je préfère, hein, bien plus que celle de Pont-Aven. Je pourrais te dire que de sa période tahitienne, il y a une toile magnifique. Alors, où est-elle aujourd'hui? Sans doute à Orsay. À l'époque, c'était au musée de l'Orangerie. De l'Orangerie, oui. Que moi, j'ai vu cette toile pour la première fois. Il y a une toile absolument magnifique qui s'appelle Le Cheval Blanc. Ouais, je connais. Et c'est dans des sous-bois avec des Tahitiennes qui se promènent. Il y a un certain nombre d'animaux comme ça. Et le cheval est ouvert. Oui. Je ne sais pas si ça suffit. Après, il faut remettre ça, si tu veux, dans son contexte historique. Mais pour moi, oser appeler un cheval blanc, une toile, le cheval blanc, alors que le cheval n'est pas en vert, je trouve que c'est... Voilà. Moi, ça me suffit. Toi, ça, sans doute pas. Si t'es pas sensible à la peinture de Gauguin, ça devrait pas suffire. Ouais. Oui, parce qu'il y a deux choses qui me gênent un peu. Enfin, il y a une chose. Disons, la première chose qui me gêne dans le travail de Gauguin, c'est que, si tu veux, dans mon esprit, mais là je suis probablement un petit peu en dehors des clous, c'est qu'il a carrément pompé le coup de génie de celui qui a le premier travaillé le cloisonnisme, quoi. C'est toi, Émile Bernard, parce que la peinture d'Émile Bernard, enfin celle qui les bretonne là dans un champ de blé là. Prairie verte, oui. Oui, un champ, mais un champ de blé vert. La prairie verte. La première peinture de Gauguin après, c'est tellement proche, tu vois, que bon.
qu'il lui ait insufflé un esprit différent, que ça soit beaucoup plus, que ça aille beaucoup plus loin, c'est sûr. Mais si tu veux, par rapport à mon espèce de démarche personnelle, moi j'ai toujours fui, si tu veux, quand je sentais que je commençais à être trop influencé par quelqu'un, j'ai toujours pris évidemment tout à fait le contre-pied, quoi, tu vois. Alors, il y a déjà ces dimensions qui me gênent. Et après, mais c'est des choses humaines en plus, c'est pas des choses artistiques. Et après, c'est cette fuite, ce départ pour Tahiti en laissant tomber sa femme, ses enfants, etc. qui me gêne un peu, tu vois. Tu vois, il y a je mélange les complètement. Bah, c'est ce que je racontais avec le texte de Somerset, quoi. Si tu veux, c'est que ça a énormément dérangé dans la perception qu'on avait la société, dans la perception qu'elle avait du travail de Gauguin. C'est une dimension qui a énormément gêné les gens, quoi. D'accord. Et qui nous gêne tous, il faut être honnête. Tu crois que moi, ça me gêne pas quelque part? Je sens qu'il y a cette prise de liberté, si tu veux, elle est radicale, elle est bouleversante. Il a réellement abandonné femme et enfant. Oui. Moi, c'est pas le cloisonnisme qui m'intéresse le plus dans l'œuvre de Gauguin, c'est vraiment la couleur. Pour moi, c'est là qu'il a été un novateur. Comme je crois que je vais le raconter dans une autre histoire. Dès l'époque de Pont-Aven, son enseignement était comme ça assez radical sur la couleur. Il disait à ses élèves, si vous croyez percevoir dans le tronc d'un arbre un peu de rouge, peignez le rouge vif. Moi, c'est là qu'il est et qui reste novateur, parce que je regarde l'histoire. Quand je regarde Gauguin, je regarde l'histoire, le moment, si tu veux, je connais le contexte dans lequel il a peint, voilà. D'accord. C'est la couleur. Pour moi, Gauguin, c'est la couleur. C'est la couleur, c'est la couleur, c'est l'audace de la couleur. Bien. Merci. Voilà. Non, si tu veux de t'entendre en parler comme ça, plus librement, pas enfermé dans un texte. Pour moi, ça me marque. Enfin, j'écoute plus, si tu veux. Voilà, j'ai besoin de cet échange verbal entre nous pour mieux comprendre ton texte. Enfin, pour essayer de me rapprocher un petit peu de Gauguin. Duquel je suis extrêmement éloigné. Merci Jean. S'il y a des auditeurs, chez nos deux auditeurs tristes, il y a des questions qui se posent, vous pouvez toujours appeler le studio, c'est le 01 43 71 89 40. Mais c'est pas obligatoire, parce que si on doit se déplacer en plus pour aller au téléphone pour vous écouter, on s'en sort pas. Voilà, et on peut maintenant causer. Je vais encore mettre un petit peu de bave méchante dans cette émission pour évoquer un truc qui se passe à la Bastille qui s'appelle le GEMAC, dont je vous ai parlé la dernière fois. Vous avez peut-être pu comprendre que je faisais de la pub, mais c'était pas le cas. Et cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir vous tromper. Il n'y aura pas de méprise, c'est pas de la pub. C'est-à-dire que c'est une grosse tartufferie. Je pense que Jean est d'accord avec ce que je raconte là. J'y suis allé pour voir des copains qui croient au Père Noël et qui ont payé très cher le droit d'exposer dans cette espèce de choses, qui n'ont rien vendu. Deux copines étaient dans des petits stands qui sont des stands dédiés à la première expo, quoique il y en avait une des deux, c'était pas la première, la seconde non plus d'ailleurs. Et ils sont trois dans l'espace de 4 mètres carrés et ils payent chacun 150 €, ce qui fait 450 € pour le loueur. Alors, on voit rien. On passe dans une allée au milieu, de chaque côté, il y a ce genre de stand. Et moi, je suis passé devant ces deux copines, devant où expose leur travail. Je les ai même pas vues. C'est une des deux qui m'a vu, qui m'a repéré et qui est venue me taper sur l'épaule en me disant qu'elle exposait. Voilà. Et
Et un autre copain qui a payé un stand perso, alors là, 1200 euros, c'est autre chose, et qui n'a rien vendu non plus. Voilà. Sans vous parler, ou en vous parlant aussi parce qu'il y a le stand, il y a les stands des pauvres, et oui, parce que même ceux qui payent 1200 euros, c'est pas les riches. Et il y a les stands des riches qui sont sous des espèces de tentes, chauffées, avec le confort et tout, des chiottes de luxe et tout ça. Et c'est assez à gerber, quoi. Je dois vous dire que vous pouvez y aller l'année prochaine. Il y en a au printemps, il y en a à peu près toute l'année, enfin 3 ou 4 fois par an. Donc ça rapporte un maximum de pognon. Mais pour les artistes, en tout cas pour ceux qui sont à l'extérieur, pas ceux qui sont sous les grandes tentes de bédouins, là, mais ceux qui sont à l'extérieur, je veux dire, c'est vraiment, c'est des espoirs en miettes, quoi. Voilà, qui coûtent cher. Tous ceux qui traîneront leur guêtre, en tout cas, comprendront que le GEMAC n'est pas, comme il le prétend, un marché de l'art, mais un marché des artistes. Ah, pas mal. Eh oui. Une traite des artistes. Et ça rapporte quand même beaucoup. Oui, beaucoup. Ces locations de stands foireux. Ouais. Voilà, quand on n'a pas beaucoup de thunes, quand on est au taquet, quand on est souvent en galère, et voilà, des fois on place ses espoirs dans des lieux qui sont plus des lieux de perdition que de résurrection. Non, mais on se marre, parce qu'on ricane plutôt, parce que c'est quand même assez triste. C'est épouvantable. Épouvantable, ouais. Et ça, des lieux comme ça, il y en a de plus en plus. Pas confondre avec la FIAC, qui là est réservée aux galeries, à des gens qui ont du pognon, et puis qui peuvent présenter des artistes. Mais aux artistes, ça coûte rien. Ça coûte aux galeries, ça coûte à ces gens-là, mais pas aux artistes. Donc c'est peut-être plus respectable, c'est plus respectable dans la démarche. Par contre, ce qui est représenté dans cette foire, la FIAC, pour la fois où j'y suis allé, l'unique fois où j'y suis allé, c'est pas non plus quelque chose qui peut bouleverser l'histoire de l'art, je crois. Voilà. 1200 euros le stand individuel, là je trouve qu'on est quand même encore plus loin dans l'ignominie que je pensais. Ouais. 1200. Et puis le copain qui a payé ce stand 1200 euros, je peux t'affirmer que 1200 euros, il peut vivre avec 3 mois. Ouais. Voilà.
Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, toujours sans Dieu, toujours sans maître, toujours sans pub, toujours avec Racaille, la 35e, Maïté à la régie, Jean dans le studio, et Roro qui va vous parler des deux titres, qui va vous donner le nom des deux titres que vous venez d'entendre. Tout à l'heure, Yves Jamais, J.A. et Maïté, le titre de la chanson c'est « Et je bois », et tout de suite là, l'eau, L-O, avec un petit chose en haut là, et Jo, qu'on appelle ça, ce chose-là ici. L'eau, Jo, un apostrophe. Oui, ah oui, un apostrophe. Oui, c'est un apostrophe entre les deux. La reine des audacieux. Voilà, c'était les deux morceaux précédents, ma prise de blabla. Et tout de suite, on se tourne vers notre chroniqueur préféré, Jean, qui va encore vous raconter une histoire. Ah oui, c'est une auditrice qui a dit qui remerciait Jean, la troisième auditrice. Merci la troisième auditrice. On aimerait bien connaître, pas votre nom forcément, mais votre prénom. D'où vous nous appelez, de New York, de San Francisco, ou Shanghai peut-être, ou Hong Kong, ou Moscou, Leningrad, on ne sait pas. Voilà, à toi Jean. Mon Jean. Je continue mon petit tour autour de Gauguin. Là, c'est histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre, autoportrait à l'oreille bandée, mais qu'on appelle aussi l'homme à la pipe. De Van Gogh. Ouais, de Vincent Van Gogh. Celui-là date de 1889 parce qu'il y a eu un certain nombre d'autoportraits. Et Van Gogh, c'est 1853-1890. On n'en aura jamais fini avec lui. Je vous préviens, c'est. Et Van Gogh qui a partagé une piole avec Gauguin à un moment à justement. Ouais. Ah oui, justement. Ah bon. Justement, mais de toute façon, c'est un amour de jeunesse pour toi comme pour moi, Van Gogh. Bon, tout à fait. Donc on n'en aura jamais fini avec lui. En 1886, il rejoint son frère Théo à Paris. Il fréquente l'atelier Cormon, où il va faire la connaissance de Toulouse-Lautrec, d'Émile Bernard, le revoilà, de Pissarro, de Degas, de Signac, mais surtout de Gauguin, avec lequel il se lie d'amitié. Tous ces contacts vont considérablement éclaircir sa palette. C'est un bouleversement pour lui. Là, on est encore au mangeur de pommes de terre, au niveau des tons, quand il arrive à Paris. Même s'il fréquente le Louvre avec encore plus d'assiduité qu'il ne fréquente les impressionnistes. Plus de 200 toiles datent de ce séjour à Paris, dont 23 autoportraits, parmi lesquels l'homme à la pipe, le premier, où il apparaît assez serein, alors que les autres indiquent déjà les traces d'une nervosité inquiète et sans doute pathologique. Désormais, la couleur interpelle Van Gogh. Je dirais même, elle l'appelle. Il a le sentiment qu'il doit descendre vers le sud, vers le midi, où il y a plus de couleurs, plus de soleil. En février 1888, il quitte Paris pour Arles. En juin, il découvre la Méditerranée avec ivresse. C'est la grande révélation. À son contact, son génie éclate comme libéré du populisme inquiet. Enfin, quand je dis populisme inquiet, c'est peut-être un petit peu sévère. Populisme, c'est mangeur de pommes de terre. Disons un certain misérabilisme que je trouve très beau quand même, mais qui n'était pas totalement dégagé. Donc ça, c'était la première période, ou libéré d'une certaine douceur impressionniste par trop sereine pour son tempérament passionné. Durant tout l'été, la fièvre l'habite. Et quels que soient les sujets, une inspiration nouvelle et furieuse, bien que gaie, il faut y préciser, lui dicte des œuvres décisives comme le café le soir. Une merveille. Le café de nuit, encore plus merveilleux, je trouve. Les roulottes, là on est déjà davantage dans la gaieté, un très beau tableau. Ou encore les tournesols, les tournesols si fameux. Presque chaque jour, il écrit à Théo des lettres exaltées où il décrit la joie qu'il ressent devant la lumière et le jeu des couleurs qu'il emploie toujours plus cru. On pense à l'enseignement de Gauguin à Pont-Aven. Si tu crois voir un peu de rouge dans le tronc d'un arbre, peins le rouge vif, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et justement, Gauguin arrive en octobre. Ils vont travailler ensemble pendant 2 mois, mais leur tempérament par trop différent s'oppose violemment. Ils vont devoir se séparer. Le 24 décembre, Vincent tente de frapper Paul avec un rasoir. Puis pour se punir, sans doute, se mutile l'oreille avant d'offrir le morceau de chair à une prostituée.
Épouvanté par cette crise de folie qui n'est pas la première, Gauguin prend la fuite après avoir toutefois fait prévenir Théo qui arrive dardard. Vincent est hospitalisé pendant 15 jours. Rentré chez lui, il peint ses 2 portraits à l'oreille coupée sur lesquels il apparaît étrangement calme, faisant un écho bizarre à l'homme à la pipe. De Paris, le premier. C'est vrai que quand on met les 2 tableaux l'un à côté de l'autre, c'est assez étonnant. Cependant, des hallucinations de plus en plus graves l'effraient et l'obsèdent. Mais il y a encore pire. Autour de lui, la population devient hostile. Une pétition est créée puis signée, demandant sa réclusion définitive. En février, il est à nouveau interné. L'année qu'il va passer à l'asile de Saint-Rémy de Provence sera pourtant l'une des plus fécondes de sa vie. On ne saura jamais exactement ce qu'il s'est passé entre Vincent van Gogh et Paul Gauguin. Les rumeurs les plus fantaisistes ont circulé. Les théories les plus fumeuses ont couru jusqu'à récemment. Là, il y a eu des 2 Allemands, je crois, qui ont essayé de prétendre que c'était l'inverse, en fait. Ils ont développé tout un livre autour de ça. Enfin bon, que c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était Gauguin qui avait tenté d'assassiner Van Gogh avec le rasoir. Ces fantasmes, moi, m'ont toujours semblé répondre d'abord à une volonté de presser le citron du sensationnel jusqu'à la dernière goutte. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord. Nous ne nous y intéresserons donc pas ici. Non. Je me contenterai de rappeler la boutade du Cavana des grandes années de l'encyclopédie Bête et Méchante. Van Gogh avait l'oreille tellement coupée que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la musique. Mais elle était déjà moins drôle, que celle à laquelle elle faisait pendant Beethoven, et qui elle est un chef-d'œuvre. Beethoven était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la peinture. Oui, Tu te rappelais de ça? Non, ça je ne me rappelais pas. Non. Non, je n'ai pas un volume cérébral comparable au tien. Oh. Et moi, c'est plutôt de la taille du pois chiche. Sauteur, quand même. Oui. Sauteur, oui, le pois sauteur, oui. Ouais. Petit pois, mais un petit pois tout plein. C'est comme il y avait dans les gadgets de Pif le chien. Un jour, parce que les enfants, je leur achetais Pif le chien toutes les semaines. Et il y a un moment, il y avait tu l'achetais pour eux ou pour toi? Oh ben, on partageait. Il y avait le pois sauteur mexicain. Je me rappelle très bien de ça. C'était génial. Ah oui. Ouais. Bon, voilà. Donc voilà, et c'est le pois sauteur mexicain me squatte depuis cette époque-là. Enfin, squatte ma cervelle. Voilà. Je se coupe pas trop la tête parce que parfois ça peut faire un bruit un peu gênant, surtout à la radio.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Oui, vous direz, il radote le mec. Non, je ne radote pas. C'est bien de le répéter, de le répéter, de le répéter. Et puis surtout, c'est pour ceux qui prennent l'émission en cours de diffusion, parce que bon, tout le monde n'est pas au taquet dès 11h. Il y en a qui arrivent à 11h15, 11h30, midi moins le quart, midi un quart, midi et demi. Il faut qu'ils sachent où ils sont. Voilà. La grande chanson que vous venez d'entendre est de Thomas Fersen, F-E-R-S-E-N, et s'appelle Le Chaboté. Toutes ces chansons, nous les devons à notre camarade Jean, qui est vraiment multifonction. Il écrit, il fait... Mais je t'ai manqué la semaine dernière ou Ah quoi? bah oui, la semaine dernière, pendant que tu dégustais des araignées tourteaux mayonnaise. Non, parce que je vous fasse... Et les carpes frites. Parce qu'il faut qu'on fasse un point. C'est nécessaire pour nos auditeurs. Maintenant qu'on a une troisième auditrice, c'est une auditrice, la troisième? Une troisième auditrice, dont on aimerait bien connaître le lieu de résidence, au moins. Et son prénom, ou son diminutif, au moins, ou son pseudo, au moins. Jean, donc, est parti en Bretagne dans un premier temps, et j'avais cru qu'il allait déguster des langoustes mayonnaise, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, à la 34e d'Arracaille. Mais non, ce n'est pas la saison des langoustes, m'a dit Jean ce matin au bistrot. C'est la saison des araignées. Mais il n'y avait pas d'araignée. Donc, il s'est rabattu sur le tourteau, à défaut du homard, parce qu'il y a des homards dans la région. Bon. Enfin, il a fait modestement, non, le tourteau, ça suffisait. Et après, c'est l'Alsace pittoresque, et la truite à la frite. Bien, Jean, pourvu de... Enfin, je viens de comprendre que c'est pas moi qui t'avais manqué. Hein. Vas-y. Ce sont mes histoires de bouffe. Aussi. Non, ça fait partie aussi de notre relation. Parce que tu les racontes si bien. Voilà. Et maintenant, Jean va vous parler de bacon. Non, pas le jambon, mais l'artiste. Oui, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre, et je bouclerai la boucle pour aujourd'hui avec ça. Autoportrait de Van Gogh sur la route de Tarascon par Francis Bacon. Francis Bacon, c'est 1909-1992. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'année 1888 est donc l'une des plus fécondes de la vie de Vincent Van Gogh. C'est l'année où il se représente battant la campagne aixoise de son sabot crotté, d'un pas fiévreux mais joyeux, à la recherche de sujets toujours plus lumineux. À la différence de Van Gogh, l'ascension de Francis Bacon semble fulgurante. 10 ans à peine se sont écoulés entre le moment où sa production a été remarquée, où elle a commencé d'être remarquée, et celui où il fut choisi pour représenter la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise en 1954. Je sais que tu te moques des dates, Robert. Tu l'as dit et répété la semaine dernière. Non, mais je peux comprendre. Oui, bon. Mais moi, je considère que c'est important. Boum, boum. À y regarder de plus près, il y a nombre de similitudes entre les deux. Une certaine errance, tout d'abord. Ils se sont beaucoup baladés, tous les deux. La passion, ou plutôt la rage de peindre, ensuite. De ces 15 premières années de travail, il ne reste qu'une dizaine de toiles, en tout et pour tout. De Bacon? Oui, Francis Bacon. Ouais. Ah, je savais pas. Une dizaine de toiles de ces 15 premières années. Il a tout détruit, ou pratiquement tout. Il les détruisait en effet pour la plupart après coup. Mais il en dégagea progressivement sa manière personnelle. Dans un XXe siècle dominé par l'art abstrait, Bacon s'attache à peindre le corps humain, en fait le centre de son œuvre, semble vouloir lui arracher un à un tous ses secrets, tout en le jetant comme une provocation au regard du spectateur. Il considère que le seul thème qui vaille d'être peint est l'homme. Ça, on peut le comprendre. Oui. Ou la femme, moi, personne. Mais son appréhension en est radicalement différente de celle de la Renaissance ou de l'ère victorienne, pour faire une comparaison. Chargé qu'il est, je parle de l'homme, bien sûr, d'angoisses nouvelles, de rêves différents. Les visages fracassés hurlent, des carcasses tourbillonnantes projettent des morceaux de chair.
Il s'était aperçu que la photographie n'enregistrait que l'apparence d'un geste ou d'un état du corps à un moment donné, et que la curiosité ou la hantise que l'homme pouvait avoir de lui-même ou de son image demeurait aussi puissante que jamais. Il en conclura à la possibilité de l'utiliser, je parle de la photographie, comme base de son travail. Beaucoup de ses tableaux sont en effet inspirés de photographies insolites, de personnages figés dans des attitudes étranges, déformés par des effets de lumière ou des angles de prise de vue. C'est après la Seconde Guerre mondiale que son art atteignit toute sa maturité. Ses tableaux sont alors très travaillés, intenses, et des thèmes fondamentaux s'en dégagent. Personnages solitaires dans un espace clos, carcasse animale, crucifixion. L'humain y apparaît dans toute sa futile animalité, dépouillé de ses prétentions. Nous sommes très proches de Soutine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait d'accord. Une de tes références majeures, je sais. Non, c'est d'ailleurs avant que tu viennes de le dire maintenant, je n'avais jamais pensé. Mais parce que le rendu est très différent. Mais le fond, pour moi, le fond est absolument, le même. Tout à fait. Je vais regarder donc Bacon d'une manière encore différente. Merci Jean. Gauguin aussi, un peu. Oui, Gauguin aussi. Oui, bien sûr. Oui. Bon, de Soutine, nous sommes donc très proches de Soutine et au bout du compte de Van Gogh aussi. Si Bacon ne se recommandera jamais du premier, ça c'est dégueulasse, il reconnaîtra aisément sa fascination pour le second, dans l'obsession d'abord qu'il a de son propre visage. Là, je ne sais plus combien d'autoportraits il y a de Francis Bacon, mais c'est aussi assez colossal. Hein. C'est, disons, quelque chose qu'il partage d'ailleurs pas seulement avec Van Gogh, mais aussi avec Rembrandt. Trois peintres qu'on peut, comme ça, entre lesquels on peut établir un lien, quelque chose de circulaire, hein, pour moi. En tout cas, pas seulement dans l'obsession qu'il a de son propre visage, mais aussi dans une série de tableaux exécutés entre 1951 et 1960 ensuite, où il prendra pour point de départ l'autoportrait de Vincent marchant sur la route de Tarascon. Toile et chevalet sur le dos, tu vois de quel tableau il s'agit, ouais. Et des couleurs plein sa besace. Alors, il y a eu une première exposition des toiles de ces toiles de Bacon sur Van Gogh, elle date des années 70, je crois. C'était à Londres. Il y en a quand même peu qui ont pu, parmi les auditeurs qui ont pu y aller. Il y a une autre nouvelle exposition dans les années 2000, 2004 peut-être. J'ai oublié, moi je ne l'ai pas vue. Une exposition itinérante qui s'est baladée dans plusieurs villes. Et c'est tout. Seul moment où on a pu voir ces toiles. Alors je ne sais pas si tu en sais plus. Non, j'en sais pas plus. Eh ben alors, puisqu'on n'en sait pas plus, on mettra des bonnes reproductions sur le blog de l'émission et de la toile de Van Gogh, hein, celle qui est à l'origine des toiles de Bacon. Et puis je mettrai toutes celles que je vais pouvoir trouver, hein, de cette série de Vincent marchant sur la route de Tarascon. Donc je rappelle l'adresse du blog de l'émission, http://arracaille.blogspot.com. Blogspot, ça s'écrit B-L-O-G-S-P-O-T. Voilà. Oui, tu t'évoquais le rapprochement, enfin tu parlais d'un rapprochement pour toi entre ces trois artistes, Soutine, Van Gogh, Bacon. Et moi, curieusement, quand je pense au travail de Bacon, que j'ai vu dans une exposition, particulièrement à la Fondation Magde, il y avait une exposition Bacon-Freund, qui sont deux potes, mais totalement, qui ont aussi le souci de représenter, enfin, la passion du corps humain, tous les deux. Et moi, quand Bacon, je pense à la somptuosité de sa peinture, me évoque pour moi le Quattrocento, quoi. Il y a quelque chose de, tu vois, même dans les couleurs, enfin, cette espèce de choses vraiment, pour moi, c'est somptueux, quoi. Même dans les tout petits formats, il y a des autoportraits, justement, complètement déformés, complètement, une technique éblouissante, infinie, vraiment, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose un métier extraordinaire. Une maîtrise de la technique vraiment éblouissante, quoi. Et pour moi, ça évoque un peu ça, tu vois, la Renaissance, quoi, la Renaissance dans ce qu'elle avait de magnifique, enfin, du point de vue de la technique, du métier, du travail. Oui. Ouais, tout à fait.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi quelqu'un qui a connu des périodes des trous noirs pendant lesquels il pouvait absolument pas travailler, il ne produisait rien, et puis il rebondissait toujours et il revenait. À chaque fois, ces trous noirs étaient suivis d'une renaissance où alors là, sa production était intense et où il avait une espèce de créativité comme ça, totalement débridée. Enfin, il a vraiment fonctionné par à-coups, mais c'est quelqu'un qui a énormément travaillé. Ouais. Et même quand tu évoques la disparition, enfin la destruction d'une grande partie de ses premières œuvres. Mais il a toujours pratiqué ça tout au long de sa vie. Il avait il faisait parce que contrairement à ce qu'on pense, c'était très maîtrisé son travail. Il jetait pas les choses comme ça. Avant, il faisait des études, il y avait des pochades, des choses comme ça. Et ces pochades qu'il utilisait, il découpait des morceaux qui l'intéressaient, il jetait le reste. Et il s'est aperçu que les gens faisaient ses poubelles. Parce que c'est affreux. Oui. Alors, quand il s'en est aperçu, c'était plus possible de récupérer rien du tout parce que c'était complètement lacéré, complètement. Et il faisait des confettis avec son boulot, mais il balançait toujours beaucoup. Parce qu'il y en a qui disent qu'il voulait pas qu'on sache. Il voulait donner cette image de l'artiste vraiment fulgurant, spontané, de création comme ça. Mais il voulait, c'était un peu sa légende. Et il voulait pas laisser de traces de tout le boulot qu'il avait. Montrer qu'il était un mineur de fond, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et moi, ce que j'adore, c'est que j'ai acheté un bouquin où il y a des photos de son atelier, c'est que ça, parce qu'il était reconstitué en Irlande à l'identique. C'est son atelier qui était démonté, enfin il y avait des couches de peinture, des trucs coagulés. J'ai vu des photos, invraisemblable. Moi, de temps en temps, j'aime bien regarder le bouquin, je sais pas ce que ça te rassure. Ah oui, non mais ça rassure. Et en même temps, dans ce fourbi, ce bordel de son atelier, on sent le travail qu'on sent mais il ne nettoyait jamais ses pinceaux. Une fois qu'ils s'en étaient servis, il y avait des tonnes de pinceaux avec complètement croûtés des choses. Et il a même paumé des trucs qu'ils ont retrouvés quand ils ont démonté son atelier. Une montre en or d'une valeur considérable qu'il avait paumé, c'était enfoui des billets de banque, mais des liasses de billets qu'il les paumait, qu'il laissait là, puis après ça se recouvrait de chaussettes, de machin, parce qu'il travaillait beaucoup avec des chaussettes. Il faisait, tu sais, dans sa technique, avec une chaussette, il tamponnait voilà. Mais ah non, c'est extra. Et il habitait c'est un type qui a, à un moment de sa vie, gagnait énormément d'argent, mais il a jamais quitté son espèce de petit gourbi, là, au-dessus, dans les anciennes écuries de Camden, là, que j'ai visité à un moment quand j'habitais dans le coin, qui était extraordinaire. Et voilà, mais il y a quelque chose, là, qui était... Ouais. En tout cas, voilà, moi je savais pas qu'il en avait été contraint d'acheter un broyeur comme tout chef d'entreprise un peu parano qui se respecte. Non, il le faisait manuellement. Non, il avait pas un broyeur. non, c'était lui qui broyait. Enfin, je pense que j'ai pas lu il avait un broyeur. Ah, quand même. Bon. Non. Voilà. Vous savez presque tout sur Bacon, mais vous pouvez encore vous informer Ah, t'as pas un bouquin ou non? Il y en a plein de bouquins sur ça. Ah non, en particulier non.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, le dernier quart d'heure, le plus tragique pour Arracaille et sa 35e, rendez-compte 35, et oui, on en est là. Vous venez d'entendre Plume la Traverse, un chanteur canadien qui, dont le titre du texte s'appelle Angélatine. Angélatine. Pourquoi Angélatine? Ça, il faudra lui demander. Ah, il faudra lui demander. Bon. Moi, je pensais que tu le savais. Il a écrit ça comme un prénom, Angélatine. Angélatine. C'est très drôle. C'est bon. Oui, parce que oui, enfin bon, c'est très drôle. Bah, il y a à la fois Ange, Gélatine. Ouais. Et Latine aussi. Latine, Ange, la Latine, ou Ange, les Latines, ou Angélatine. Ah, c'est rigolo. Peut-être pour répondre aux femmes de Tahiti, de Gauguin. Ah, peut-être. T'as vu comment je retombe sur le pas? Oui. Oh, ça, j'avais pas de souci pour toi. Je m'en fais pour moi, par contre. Tout à l'heure, un auditeur a appelé, mais ce matin, c'est extraordinaire. Avec Jean, on comptabilisait le nombre de coups de téléphone. Écoute, cessez, arrêtez. C'est plus. C'est Maïté qui répond. Elle peut pas tout faire. Elle est à la technique, elle est au téléphone et écouter nos bêtises. Bon. Oui, un auditeur a téléphoné pour dénoncer le malfaiteur qui organise cette espèce de fête à Neuneu, place de la Bastille, qu'on appelle le GEMAC. Jean parlait de traite des artistes ou quelque chose comme ça, ou de maltraitance des artistes, voilà. Alors donc je vais vous livrer son nom, je vais livrer le nom au peuple pour qu'il puisse s'en occuper. Sur la Bastille, attention, Garcia. Voilà, c'est le nom de l'organisation et de l'organisateur. Je ne sais pas si ça peut vous apporter vraiment quelque chose de connaître le blase de ce mec, mais bon. Il pourrait d'ailleurs rebaptiser le GEMAC, je suis Mac. Voilà, je pense que tout le monde a entendu Jean. Bon, ça sera un grand moment de radio. Jean qui va nous causer dans le tuyau de l'oreille de ces expos hebdomadaires qu'on doit impérativement fréquenter si on veut pas mourir idiot. Et alors on a aussi une auditrice qui a appelé pour dire qu'elle avait visité l'atelier. Elle veut pas dire son nom ni d'où elle vient. Elle a visité l'atelier de Bacon. Ah, l'atelier de Bacon. Ah, en vrai? Ah, oh le pauvre. Parce que nous, on l'a visité dans les livres. Eh oui, on s'est contenté. Mais elle l'a visité à Londres ou en Irlande? Bon. Non. Moi, j'ai visité autour de l'atelier, mais pas l'atelier. Notre Maïté est timide, il faut le dire. Oui, Maïté est très timide, elle n'ose pas te poser des questions. Elle veut causer un minimum dans le poste à galène. Bon. Ouais. On va lui apprendre à cuisiner les auditeurs. Alors, peut-être j'ai un petit peu de temps. Alors, je vais en profiter parce que samedi après-midi, ce samedi-là, j'étais au musée d'Unterlinden à Colmar. Ouais, le pays où ils mangent. Enfin bref. Un peu au-dessus du Sungo, ce pays où on déguste la carpe frite. Oui, ou plutôt j'étais à Colmar et j'en ai profité pour visiter le musée d'Unterlinden. Alors, c'est dans la série. Les musées de province qui valent le voyage, celui d'Unterlinden, installé dans un ancien couvent de dominicains, vaut effectivement le voyage. Alors, je préviens quand même les anards, il y a beaucoup d'art sacré dans ce musée. C'est, je dirais, pas loin des 4/5 des collections. Et notamment, c'est organisé de façon à ce que il y a une balade comme ça un peu obligée qui vous amène au fil des salles du labyrinthe formé par ce musée jusqu'au fleuron d'Unterlinden qui est le retable d'Issenheim de Matthias Grunwald. Ah, Grunwald, oui. C'est la Joconde du musée d'Unterlinden. Et figurez-vous que moi je trouve, comme pour la Joconde, que sa réputation est un petit peu usurpée. Il y a pas mal de vent dans cette outre. Alors le Christ lui-même est c'est assez fort. Il a une espèce de corps comme ça. Il est mort d'abord. Il est vraiment mort, contrairement à ce que beaucoup de représentations picturales où on le montre avec la chair encore un peu fraîche et tout. Là, couvert de sa peau est verdâtre, couverte de bubons et tous ses ongles de pied sont noirs, très longs.
C'est assez impressionnant. Mais pour le reste, c'est d'une faiblesse, ça m'a sidéré. Je ne comprends pas la renommée de ce retable. J'ai trouvé, en fait, beaucoup plus intéressant le complément qui en a été fait. Parce que c'est tout un ensemble. Il y a d'abord le retable lui-même, avec évidemment, c'est un triptyque, donc les panneaux sont peints à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a une sculpture aussi, c'est-à-dire que la même... Ce qui est représenté en peinture a aussi été représenté en sculpture sur bois. Ça, c'était dans les ateliers de Jean ou Nicolas de Haguenau, je me rappelle plus. Enfin bon, à la même époque. C'est-à-dire qu'ils avaient fait toute l'armature, ils ont aussi fait un retable en bois qu'on mettait comme ça par devant. Et puis ensuite, il y a eu un complément. Et là, moi, j'ai trouvé que le complément était nettement plus intéressant. On se tournait un peu vers Bosch, avec des figures comme ça effrayantes. Enfin, j'ai trouvé ça vachement plus intéressant que le retable lui-même, qui me m'étonne un peu. Mais bon, le musée quand même est à visiter. Il y a, en dehors de cette section d'art sacré, il y a aussi toute une section moderne avec quelques impressionnistes, dont Guillaumin, dont je vais parler d'ailleurs tout de suite, Renoir, Delaunay, Bonnard, enfin Derain. Il y a tout un tas comme ça d'artistes plus modernes et une grosse collection de Dubuffet. Il y a il y a un sacré nombre d'œuvres de Dubuffet et il y a un Gaston Chessac aussi. Je dis ça pour Robert, c'est pour essayer. Je suis pas sûr que la Carprite lui suffise à lui faire le voyage. Il y a un Chessac et comment s'appelle ce Chessac ? Je te le donne, Émile, comme disait Coluche, l'homme à la pipe. Voilà. Ah ouais, l'homme à la pipe de Chessac. Il y a un rapport avec Van Gogh. C'est assez difficile à dire en regardant le tableau. Mais peut-être que toi, qui es plus amateur que moi, tu connais mieux, disons, le travail de Chessac que moi. Je doute un peu, mais enfin bon. Tu pourras nous dire si tu vas là-bas. Parmi les Dubuffet, il y en a un que j'ai trouvé absolument fantastique, on dirait un peu un Pollock de certaines époques. Il s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Texturologie. C'est tout en moucheture comme ça, avec une espèce de nuit étoilée, étrange, complètement abstraite, mais un très très beau tableau. Format carré, à peu près 1 mètre sur 1 mètre. Et alors dans les expos à ne pas manquer, Armand Guillaumin, dont il y a plusieurs toiles au musée d'Unterlinden, à la galerie Pierre Lévy, ça c'est 28 avenue de Matignon dans le 8e arrondissement de Paris, c'est jusqu'au 25 novembre. Guillaumin fit partie de la première exposition du groupe des impressionnistes en 1874 et il devait exposer à la plupart des suivantes, ainsi qu'au Salon des Refusés. Vers la fin de la décennie 1880, il devint un ami de Van Gogh et certaines de ses toiles furent vendues par Theo Van Gogh. Dans les années 1890, sa peinture devait devenir plus subjective et il commença à utiliser des couleurs très expressives, anticipant bientôt les fauves. Une 20aine de toiles de la période impressionniste de Guillaumin sont présentées ici, et comme l'entrée est libre, vous privez pas les mecs, je rappelle, 28 avenue de Matignon, dans le 8e à la galerie Pierre Lévy. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Et puis, de Byzance à Istanbul, ça c'est au Grand Palais, dans les galeries nationales du Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, dans le 8e arrondissement aussi, c'est chicos, mais on s'en fout, jusqu'au 25 janvier 2010. Sublime porte entre l'Europe et l'Asie, la ville de Byzance qui deviendra Constantinople puis Istanbul. Robert connaît très bien, surtout celle des années 50. Appartiendra tour à tour à la Grèce antique, à l'Empire romain, à l'Empire byzantin, à l'Empire ottoman, puis à la Turquie. Elle en a fait, la pauvre Istanbul. L'exposition retrace l'histoire de cette cité où chaque culture s'est épanouie dans l'héritage des précédentes. Les figures de Soliman le Magnifique et de Mermed, je ne sais pas comment on dit ça, c'est pas Daniel, Mermed II, le Conquérant, Fatih, salut Fatih d'ailleurs au passage, Fatih donc qui signifie le Conquérant en arabe, leurs figures ils sont très bien représentées par le biais d'objets précieux venus du palais de Topkapi. Alors est-ce que tu sais qui était Mermed II le Conquérant? Non. Robert. Eh bien écoute justement, c'est celui qui a fait bâtir le palais de Topkapi. C'était le 7e sultan de l'Empire ottoman. C'était un redoutable chef militaire, doublé d'un féru de littérature et de beaux-arts. Il adorait la poésie.
Il fut empoisonné par son médecin personnel, sans doute sur ordre du pape Sixte IV. Il faut dire qu'il se préparait à conquérir Rome, et il aurait sans doute réussi à le faire. C'était vraiment un guerrier incroyable. Il eut 7 épouses légitimes et nombre de concubines. Je crois qu'il n'a eu que 4 enfants, par contre, ou 4 fils, parce qu'on ne parlait pas des filles à cette époque épique. Et nombre de concubines. L'une d'elles fut le grand amour de sa vie. Réalisant, c'est terrible ce que je vais t'apprendre, j'espère que psychologiquement tu es prêt. Réalisant qu'il en était tombé fou amoureux, il la fit exécuter. Ah bah c'est les mille et une nuits. De manière à retrouver sa liberté d'esprit. Ah, terrible. Oui. Ouais. Mehmed II, le conquérant Fatih. Fatih, t'es pas obligé d'en faire autant. Hein. Non. Bien, bah c'est sur cette note joyeuse que... Merci Jean. Que l'émission La 35e d'Arakai va se casser la tronche pour une semaine. On remercie Maïté à la régie qui, avec ses petits doigts de fée, a manipulé les potards avec tant de... Merci Maïté. Merci Maïté. Merci aussi à Jean. Là, c'est l'émission qui remercie Jean. Pour Merci, Jean. Toutes les choses fort intéressantes et belles qu'il nous a contées. Et je me remercie moi-même pour tous les crachotements que j'ai pu faire dans ce foutu micro. À la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde